les sociétés. Et donc, c'est comme ça que les pays développés ont réussi leur intégration dans le 21e siècle. Donc, on est aujourd'hui dans un héritage qui provient de l'utilisation massive de ces sources d'énergie carbonées. Vous voyez que, évidemment, depuis les années 80-90, on commence à regarder de façon plus précise les problématiques liées aux émissions de gaz à effet de serre, au CO2 notamment, qui vient de la combustion de ces énergies fossiles, et d'essayer de les diminuer. Donc, on voit apparaître de plus en plus ce qu'on appelle les énergies renouvelables, qui sont dans le mix énergétique des choses évidemment intéressantes et qui viennent aussi avec le nucléaire, et bien donner une diversité de sources d'énergie possibles et particulièrement décarbonées. Donc, dans les énergies renouvelables, vous avez bien sûr l'énergie du vent, l'éolien, le solaire qui a deux contributions, on peut utiliser la chaleur, les calories, et donc là on a les panneaux thermiques, et on peut également utiliser les rayons ultraviolets et transformer ces rayonnements ultraviolets en électricité à travers les panneaux photovoltaïques. On a aussi la géothermie, l'hydraulique avec les barrages, et puis l'énergie des marées. Donc, je vous ai mis les plus grandes énergies renouvelables ici. Il y en a d'autres évidemment, mais principalement, ce sont celles-ci qui sont largement étudiées. Alors, chacune apporte évidemment des avantages. Il y a aussi quelques restrictions et limitations à leur utilisation. Pour les éoliennes, il faut évidemment qu'il y ait du vent, mais qu'il ne soit pas trop fort non plus, sinon on a des turbulences. Donc, ça veut dire une implantation dans des endroits un petit peu particuliers. Sur les panneaux photovoltaïques, on a des rendements qui restent encore aujourd'hui assez moyens. Vous voyez, 10% de conversion de l'énergie lumineuse en électricité. Donc, il y a des efforts évidemment à faire pour augmenter tout ça. Donc, simplement sur ces effets-là, vous voyez qu'on va travailler au niveau de la R&D sur la science des matériaux et des structures pour avoir des éoliennes qui soient avec des structures plus aérodynamiques, par exemple, la mécanique des fluides pour éviter d'avoir des turbulences trop importantes. Sur les panneaux solaires, même chose, essayer d'avoir des convertisseurs thermiques pour transformer les calories du soleil de façon optimale. Science des matériaux aussi pour avoir des panneaux solaires photovoltaïques qui convertissent de mieux en mieux la lumière du soleil en électricité. Et puis, sur la géothermie, l'hydraulique, on va retrouver également toutes ces sciences, les sciences thermiques, les sciences mécaniques pour avoir des micro-turbines, par exemple, qui vont permettre d'exploiter les cours d'eau, etc. Donc, d'avoir vraiment une diversité de thématiques couvertes par ce champ-là. Alors, l'une des grosses problématiques sur l'éolien et puis le solaire, qui sont les deux principales sources d'énergie renouvelable largement exploitées en Europe, c'est leur intermittence. Vous savez, par définition, que du vent, il n'y en a pas tout le temps. Donc, vous avez le schéma ici de plusieurs journées où on a du vent qui viennent sur le champ d'éoliennes. Donc, vous voyez que c'est assez inhomogène. Donc, parfois, ça souffle pas. Et donc, évidemment, on n'a pas toujours une production d'électricité. Sur le solaire, c'est évident aussi que par définition, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de production d'électricité. Donc typiquement la nuit, les panneaux solaires ne fournissent pas d'électricité. Donc il y a un vrai besoin de stocker l'électricité qui est produite par ces sources d'énergie pour pouvoir utiliser de façon lisse, flexible, l'électricité qui soit issue de ces problématiques. Si on reprend les émissions de gaz à effet de serre, on voit qu'on a un gros impact aussi du transport. Donc, si on regarde les grosses sources d'émissions, en fait, un tiers des émissions de CO2 sont liées au transport. Et là-dedans, c'est essentiellement le transport routier, automobile, qui a les plus grosses émissions de CO2. Donc, il y a un vrai intérêt légitime, scientifique, technique, à regarder ce qu'on peut faire pour limiter cet impact dû au transport. Et donc, du coup, dans l'actualité, beaucoup d'annonces sur les voitures électriques, peut-être certains d'entre vous en ont déjà, sur l'intérêt qu'il y a évidemment pour réduire la pollution, puisqu'on a évidemment ici des moteurs électriques et non pas des moteurs thermiques, donc on réduit la pollution atmosphérique, mais on a aussi un gros avantage sur l'efficacité énergétique complète, puisque un moteur thermique, on est limité par la thermodynamique, c'est le cycle de Carnot, et on a 30% de rendement uniquement avec un moteur thermique.
Donc l'énergie de votre réservoir à essence transmis à vos roues pour faire avancer la voiture, c'est de l'ordre de 30%. Tout le reste est perdu sous forme de chaleur, de dissipation d'énergie, et donc vous voyez que l'efficacité énergétique d'une voiture thermique classique n'est pas optimale. Si on passe à de l'électrique, le moteur électrique, il a un rendement de conversion d'électrique en mécanique très très important. Et donc là, on est plutôt sur 80% d'efficacité énergétique. Donc vous voyez que, évidemment, il y a l'aspect pollution, mais il y a aussi l'aspect augmentation de l'efficacité énergétique. Donc il y a encore une fois la nécessité d'avoir des moyens de stockage de l'énergie, puisqu'il faut embarquer de l'électricité dans la voiture pour alimenter le moteur. Et donc on a un gros impact sur la demande en batterie. Vous voyez ici les chiffres qui sont annoncés avec globalement une multiplication par 14 des volumes de batteries qui sont demandés pour électrifier le parc automobile. Donc il y a un vrai challenge sur ces moyens de stockage de l'énergie. Donc il faut évidemment accroître leur performance, puisque la performance, ça va être lié à l'autonomie du véhicule. Donc on veut des voitures qui vont le plus loin possible et avoir moins à les recharger. Il faut augmenter la sécurité pour avoir des batteries qui ne s'enflamment pas. Et puis assurer une économie circulaire avec une prise en compte d'un meilleur recyclage. Donc le gros gap entre la voiture thermique et la voiture électrique, ça reste évidemment l'énergie fournie par le mélange pétrole-air par rapport à ce que peut vous donner comme énergie une batterie. Donc vous avez un rapport 15 quasiment, ce qui fait qu'avec les batteries actuelles, pour avoir 500 km d'autonomie, il faudra embarquer 700 kg de batterie. Et donc, c'est évidemment pas possible. Donc, on travaille. Il y a des développements là aussi sur les matériaux, sur le génie électrique pour améliorer le stockage des batteries, leur rendement de conversion et avoir progressivement des batteries qui emmagasinent de plus en plus d'énergie, passer à 200 Wh par kilo, ce qui permettrait d'embarquer que 500 kg de batterie. Et puis, des super batteries à 500 Wh par kilo qui permettraient d'en embarquer que 200, ce qui est relativement raisonnable dans une voiture. Donc une batterie, ça fonctionne avec des matériaux, d'électrodes, une positive, une négative. Donc il y a beaucoup de chimie derrière, de science des matériaux. Ça a été récompensé par le prix Nobel de chimie en 2019 pour l'invention de cette technologie que vous utilisez tous les jours dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs personnels et dans les voitures électriques. Alors, il y a quand même des points sensibles sur ces composants. Donc, évidemment, c'est les composants des batteries. Donc, le cobalt est une ressource critique qui essentiellement provient de la République démocratique du Congo et donc qui est raffinée en Chine. Donc, on est très dépendant de cette source-là. Donc, l'idée, c'est de diminuer la dépendance au cobalt en ayant des matériaux qui n'en contiennent pas, ou moins. Et puis l'idée, c'est aussi d'avoir des usines de fabrication des batteries en Europe. Il y en a 3 qui vont se construire en France pour avoir aussi une certaine indépendance face aux pays asiatiques. Les perspectives dans ce domaine-là, c'est évidemment d'essayer d'avoir de moins en moins de ressources critiques. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une légende urbaine qui dit que dans les batteries, il y a des terres rares. C'est faux, enlevez-vous de l'idée, il n'y a pas de terres rares dans les batteries, il y a des éléments critiques, le cobalt par exemple, mais ce n'est pas une ressource rare. Le lithium, effectivement, il n'y en a pas non plus beaucoup sur Terre, donc l'idée c'est de le remplacer par du sodium progressivement, donc il y a pas mal de travaux là-dessus, et puis d'offrir une vraie seconde vie aux batteries, c'est-à-dire une fois qu'on a utilisé nos batteries une première vie, eh bien, de pouvoir leur offrir une seconde vie là où elles seront un peu moins performantes, mais où finalement il n'y a pas besoin d'avoir un cahier des charges trop contraignant. On peut effectivement leur donner une seconde vie, c'est-à-dire prolonger leur vie avant de les recycler complètement. Bon, actuellement, il n'y a pas beaucoup de recyclage des batteries. 5% des volumes de batteries actuels sont recyclés, donc vous voyez qu'il y a un gros effort à faire aussi sur le recyclage, et donc là aussi, ça fait appel à de la science des matériaux, de la chimie, du génie des procédés, pour avoir finalement des batteries qui soient dans une économie circulaire optimum. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai balayé un panorama un petit peu global. Si vous êtes intéressé par toutes ces questions, je ne peux que vous conseiller de regarder le cours en ligne qu'on a mis au point avec les collègues de l'Université Paris-Saclay, qui s'appelle, qui est sur la plateforme France Université Numérique,
le Fun MOOC, et donc qui s'appelle Momentum. Et donc, dans ce cours, vous aurez des développements sur les panneaux solaires. Je n'ai pas parlé de l'hydrogène, mais c'est aussi un vecteur d'énergie, hein. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette technologie-là. Et si vous voulez en savoir plus sur les batteries, vous trouverez des réponses à toutes vos questions également dans ce cours. Les inscriptions sont gratuites et elles courent jusqu'au mois de décembre, le 9 exactement. Donc, vous pouvez encore vous inscrire pour suivre les cours à distance. Merci. On a démarré un petit peu en retard, on va peut-être autoriser une question. Des batteries, réduire la capacité, l'autonomie des véhicules pour, dans l'idée de modifier les habitudes de déplacement aussi. Il y a effectivement... Oui, c'est tout à fait intéressant. Alors d'ailleurs, merci pour la question puisque ça me fait rebondir. Donc dans le MOOC, il y a aussi tous les aspects socio-économiques qui sont abordés. Et donc justement, ça fait partie aussi presque de questions philosophiques sur comment regagner du temps. Effectivement, quand on fait Paris-Marseille, est-ce qu'on peut s'arrêter plusieurs fois sur la route, faire des étapes, ou est-ce qu'on a besoin d'y aller d'une seule traite? Ça fait vraiment poser des questions de société sur notre façon de vivre. Est-ce qu'on a besoin d'aller très vite tout le temps? Est-ce qu'on peut reprendre du temps? Et à ce moment-là, effectivement, on voit que les enjeux deviennent un peu différents quand on change justement d'optique. Et donc voilà, alors chez les constructeurs automobiles, il y a effectivement plusieurs écoles, il y a plusieurs politiques. Il y a l'autonomie quand même qui, malgré tout, reste un argument de vente pour certains clients pour pouvoir assurer les 500 km qui paraissent a priori être quelque chose qui adresse une certaine clientèle. Effectivement, pour les trajets urbains ou périurbains, on fait rarement 500 km dans la journée. Donc, pour faire des petits trajets, on n'a pas besoin de gros véhicules. Donc, les batteries actuelles font très bien l'affaire, puisqu'on a entre 200 et 300 km d'autonomie, tout électrique. Donc, pour faire des trajets quotidiens, c'est assez facile. Bon, derrière, il y a toutes les bornes de recharge, toute l'implémentation. Donc là, évidemment, EDF, les grands sont impactés aussi, puisqu'il y a toute une infrastructure à mettre en place, hein. Si on développe vraiment massivement le véhicule électrique, on a aussi les bornes de recharge à intégrer. Donc ça pose plein de questions. Et donc c'est pour ça qu'en fait, essayer à travers cette petite présentation de vous montrer que l'énergie, c'est vraiment un système global et que tout est un peu imbriqué. Et donc, c'est intéressant d'avoir vraiment en tête systématiquement tout ça, diversifier les sources, les avantages, les inconvénients de chacune pour avoir justement des optimums en fonction des applications. Et que pour une application donnée, on ira sur une technologie donnée et qu'il n'y a pas une réponse forcément commune pour tous les enjeux actuels. Merci. Alors, je tout à l'heure pour des formations et après c'est Monsieur Hans alors qu'il doit être en ligne. Je vais départager le public. Ok, très bien. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il m'était demandé un peu de vous présenter les opportunités des métiers finalement sur le segment du bâtiment et de la construction. Donc, je vais essayer de vous faire ça en quelques minutes. D'abord, commencer par vous présenter le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui a un statut un peu particulier finalement d'établissement public à caractère industriel et commercial, qui est un établissement sous tutelle à la fois du ministère de la Transition environnementale et puis du ministère du Logement. Et notre métier finalement, en termes de recherche en tout cas, c'est de faire le lien entre la recherche académique et les besoins des acteurs de terrain. On est à peu près 1000 personnes. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à la fois on fait de la recherche et développement, mais on fait aussi de l'évaluation technique. Et finalement, notre métier, c'est de faire en sorte que la construction se passe bien, c'est-à-dire sans pathologie,
et sans accident. On est répartis sur 4 sites sur le territoire avec différents grands équipements, hein, comme Vulcain pour faire des essais sur les incendies, comme la soufflerie climatique à Nantes qui nous permet de tester en conditions, en échelle 1, on va dire, et des conditions de tempête, par exemple. Et puis, comme le bâtiment, c'est tout sauf uniquement, quelque part, uniquement de la structure, eh bien, gardez en tête que les sujets couverts par un centre scientifique comme le nôtre sont assez variés. L'aérolique, l'incendie, l'acoustique, l'énergie, l'environnement, la santé, la sociologie, l'économie, pour ne citer que cela. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en termes de positionnement, comme je le disais tout à l'heure, soit nous faisons de la recherche et développement, mais en réalité, nous sommes en assistance à maîtrise d'ouvrage pour de grands sujets nationaux, comme par exemple la réglementation environnementale 2020 qui vient de sortir, mais c'était déjà le cas pour la réglementation thermique en 2012. En fait, notre métier, c'est aussi, au moment où les enjeux sociétaux sont là, et au moment où l'urgence un peu se fait attendre, d'être en capacité à accompagner les grandes décisions nécessaires à la construction. Et une réglementation, c'est une grande décision, puisque ce sont des contraintes, on va dire les choses comme ça, qui s'imposent à tout le monde, je dirais, à partir de leur date d'application. Pour vous expliquer les enjeux, peut-être pour vos futurs métiers du bâtiment, je pense que ce qui est important, le présentateur précédent a redonné le cadre, hein, vous connaissez tous ça, mais juste spécifiquement ce que ça veut dire le secteur du bâtiment aujourd'hui sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est 153 millions de tonnes tous les ans. 150 millions de tonnes tous les ans, c'est à peu près un tiers de ce que l'on émet en France, toute activité confondue. Donc en fait, le bâtiment, encore une fois, c'est un peu comme le transport tout à l'heure, c'est un contributeur important. Mais ce qui est important de comprendre encore plus, c'est où sont ces émissions de gaz à effet de serre. Le sujet, c'est de faire des économies de gaz à effet de serre, donc où sont-elles? Eh bien, pour bien comprendre les choses, en fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, vous émettez chaque année 100 millions de tonnes tout simplement pour repérer le parc existant. J'y reviendrai, mais le parc existant, c'est 35 millions de logements, à peu près 3 milliards de mètres carrés, et puis 1 milliard de mètres carrés de tertiaire, la salle dont vous êtes en particulier aujourd'hui pour nous écouter. Et puis 50 millions de tonnes, c'est les produits de construction et équipements que l'on consomme chaque année pour construire, que ce soit pour rénover ou pour faire de la construction neuve. Et je vais y revenir tout de suite parce que c'est fondamental de comprendre ça, ça donne tout de suite les enjeux de ce que nous avons à faire. Ici, vous avez, pour comprendre, en fait, une vue du parc existant qui, normalement, se comprend assez bien, même si le graphique est un peu complexe. Vous avez en millions de logements, si vous voulez, et en années, le parc français. Donc, vous voyez les bâtiments construits avant 1871, avant la Première Guerre mondiale. Vous voyez très très bien qu'entre 1950 et 1975, on a dû construire en urgence une dizaine de millions de logements, parce qu'à l'époque, il y avait un grave besoin de mètres carrés construits pour bien loger les gens. Il ne faut pas oublier ça, c'est assez proche de nous finalement. Mais vous voyez qu'en faisant ça, on a construit dans l'urgence des bâtiments qui ont en réalité d'énormes besoins pour se chauffer en particulier. Et donc aujourd'hui, dans notre héritage, eh ben, vous voyez que ces bâtiments-là sont un peu nos épaves thermiques et les bâtiments sur lesquels on est obligé de revenir rapidement pour rénover. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on a 100 millions de tonnes chaque année pour chauffer tout ça et exploiter tout ça, l'enjeu, c'est de le faire rapidement. Alors ce que vous voyez en bas à droite, là, au bout des 32 millions de logements, bah, c'est nos logements neufs qu'on réalise aujourd'hui. Et vous voyez deux choses. D'abord, les logements neufs, c'est très très peu en volume, puisque c'est à peu près 1% de la construction chaque année, 300 000 logements. Et puis d'autre part, c'est des bâtiments qui sont devenus très efficaces. Et ça résume un peu une partie de nos missions à nous, hein. C'est de faire en sorte que quand on se dit, et là en l'occurrence c'est en 75 qu'on se l'est dit pour des raisons de choc pétrolier, quand on se dit que nous ne pouvons plus avoir des bâtiments qui nécessitent autant d'énergie pour être chauffés, à partir du moment où on s'y met, finalement, on obtient des réductions importantes. Alors, la mauvaise nouvelle dans tout ça, en revanche, c'est que ce que je vous fais clignoter là, ça représente à peu près 1 an de rénovation globale. Et encore, je reste sur un chiffre, c'est un peu comme pour les manifestations entre l'évaluation de la police et des participants, mais globalement, 1 an de rénovation globale, c'est-à-dire de bâtiments dont on pourrait estimer qu'ils ont été rénovés totalement jusqu'au bout. On estime qu'il y en a aujourd'hui, allez, 200 000, c'est vraiment 2 fois ce qu'il faut, mais on va dire 100 000 logements. Donc, vous voyez un petit pourcent du parc qui est rénové chaque année. Et donc, vous voyez très bien que pour les métiers de demain, en tout cas, si vous voulez monter une entreprise demain, il n'y a aucun doute,
monter une entreprise dans la rénovation de bâtiments, il y aura une demande avérée pendant au moins 25 ou 30 ans. Ce que l'on voit aussi, si le bâtiment était une voiture, c'est important de le revoir comme ça, ben vous voyez que ces bâtiments des années 70, là, c'est un peu, pour 100 mètres carrés, c'est à peu près l'équivalent de 120 000 km en voiture, alors que clairement, sur les bâtiments neufs, on a des consommations qui n'ont plus rien à voir. On voit qu'un bâtiment neuf aujourd'hui, c'est l'équivalent de 4000 km par an. Ce que ça veut dire, c'est que le bâtiment qui a aussi une image très conservatrice, parfois de domaines où c'est pas très recherche et développement, pas très innovation, quelque part, quand on regarde par rapport aux consommations des véhicules, c'est un système qui a su évoluer très très rapidement et faire de gros progrès. Alors en termes de métiers, ça nous amène aujourd'hui, par exemple, des métiers complètement nouveaux comme des data science, beaucoup de data science. On recrute, pour dire les choses autrement, beaucoup de geeks en ce moment, tout simplement parce que sur ce sujet de la rénovation, si on veut avancer vite, on a un sujet qui est absolument majeur, c'est de comprendre par quel bâtiment je commence. Et comprendre par quel bâtiment on commence, ça, c'est des travaux qu'on mène aujourd'hui en ce moment chez nous, c'est d'avoir un jumeau numérique du parc existant. Donc je continue mon analogie avec la voiture. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un souhaite décider s'il faut se débarrasser des véhicules les plus polluants, ils savent exactement combien de véhicules de tel type sont en circulation. Dans le bâtiment, ce n'était pas le cas, et depuis quelques mois, c'est le cas, avec une base de données nationale des bâtiments qui nous permet d'avoir l'intégralité du parc existant sous les yeux. Peu importe que vous soyez une collectivité, une région ou un particulier, en fait, on est capable de descendre à l'adresse de votre logement et de se faire une idée sur l'état dans lequel il est et ce qu'il faudra faire pour le rénover. Et ça, c'est un appel très clair aussi sur ces métiers de la data qui, de notre point de vue, vont être des métiers particulièrement émergents. Dans le génie civil aujourd'hui, on avait beaucoup d'ingénieurs, de numériciens. Aujourd'hui, le besoin est avéré en data scientist. Bon, j'ai juste choisi de vous montrer un métier, un peu pour ouvrir un peu le jeu sur les possibilités, et de parler de la rénovation, donc sur ces 100 millions de tonnes. Donc, bien évidemment, comme notre mission à nous, c'est de faire en sorte qu'on fait des économies sur tous les sujets, je vais vous parler des 50 millions de tonnes qui sont émises chaque année dans la fabrication des produits de construction. En fait, vous connaissez le sujet. Quand vous avez les publicités à la télévision qui vous disent qu'un véhicule électrique, ça émet 0 g de CO2 au kilomètre, en réalité, c'est une vue de l'esprit, puisque vous avez quand même de la consommation électrique et, comme ça a été dit tout à l'heure, des fabrications de batteries, des éléments qui consomment. Et donc, en fait, ce dont on s'est rendu compte, que ces produits de construction, vous voyez, aussi bien ça représente uniquement 1% de la construction neuve en volume, mais pour fabriquer une maison, pour dire les choses simplement, pour fabriquer une maison, en fait, on émet à peu près l'équivalent de ce qu'elle va émettre pendant 50 ans pour la chauffer et la faire fonctionner. Donc, c'est considérable. Et donc, il nous fallait faire des efforts pour des produits de construction beaucoup plus sobres en énergie consommée, beaucoup plus sobres en émissions de gaz à effet de serre, mais aussi demain matin, probablement, sobre en matière consommée, en déchets. On sait qu'en réalité, si on continue à construire à ce rythme-là, on risque de manquer de matière. C'est déjà le cas pour le sable à certains endroits. Donc là, je vous présente extrêmement rapidement les travaux que vous pouvez réaliser dans le cadre de recherche et développement quand vous êtes un peu sur ce segment-là. C'est comment faire en sorte que, à partir de 2022, même si la réglementation s'appelle 2020, prend toujours un peu de retard dans le bâtiment, à partir d'aujourd'hui en France, et c'est une première mondiale, en fait, pour construire un bâtiment neuf, on vous demande d'utiliser des produits de construction qui émettent moins de gaz à effet de serre eux-mêmes. Et puis vous voyez un troisième sujet apparaître dans ces réglementations, le sujet du confort d'été, parce que malheureusement, en termes de réchauffement climatique, on en est à lutter contre, bien sûr, à émettre le moins possible. On est aussi à se préparer à ce que dans les étés à venir, on puisse être confortable dans nos logements. Je vous rappelle qu'on y passe 80% de notre temps. Dans les éléments importants dans les travaux aujourd'hui, c'est de comprendre que si on cherche à faire des économies de gaz à effet de serre, un bâtiment, en fait, c'est juste un composant. Et que l'enjeu, c'est de faire des projets de quartier, des projets d'aménagement, des villes plutôt bas carbone. Et que quand on commence à s'intéresser à ça dans le bâtiment, en fait, on s'intéresse aussi à nos modes de transport. Parce que quand je fabrique un bâtiment, j'appelle du transport. Vous comprenez ça très bien en région parisienne. Si vous vous éloignez de Paris, c'est plus facile de trouver de la surface pour construire, mais ça génère des déplacements. Mais on s'aperçoit aujourd'hui aussi que dans un quartier, sa manière de le concevoir va possiblement influer sur la manière de vous alimenter.
sur la manière de passer vos week-ends, ce qu'on appelle l'effet barbecue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dit que la maison individuelle émet, c'est pas un modèle que l'on promeut comme particulièrement écologique, mais un propriétaire de maison individuelle, quelque part, il voyage moins le week-end parce que passer un bon barbecue dans son jardin lui suffit, alors que les gens dans les zones denses et qui habitent des petits logements, bon, eux ont peut-être tendance plus à s'offrir un EasyJet le week-end. Donc tout ça pour vous dire que ce segment du bâtiment aujourd'hui est vraiment en train de s'ouvrir à des problématiques complètement nouvelles de ce qui se dit en ce moment, et je pense que ce sera valable pour les 30 prochaines années, c'est qu'on n'a jamais vu une accélération et autant d'innovations et de sujets nouveaux sur le segment de la construction que ces dernières années. Bon, là, je vous montrer quelques exemples de logiciels un peu qui visent justement à faire ces projets de quartier. Ici, c'est les messageries, c'est un quartier qui est en fait à la gare de Lyon, quand vous arrivez gare de Lyon, sur votre droite. Ce que je voulais vous dire en conclusion, parce que le domaine est actif et c'est extrêmement enrichissant pour nous tous, mais la réalité, c'est qu'en fait, on est en face d'un sujet qui est d'ampleur. Je vous remets les 153 millions de tonnes de carbone que nous émettons chaque année et je me suis permis de vous remettre la trajectoire pour tenir les 2,5 degrés dont on parle beaucoup. Et la trajectoire est assez claire. D'ici 10 ans, même pas 8 ans, il nous faut passer à 96 millions de tonnes, ça veut dire faire 50% d'économie. On est assez confiant là-dessus et avec ce que l'on sait faire aujourd'hui, on se dit que c'est tout à fait possible de tenir ces objectifs à 2030. Ce que nous devons aussi préparer, c'est qu'en 2050, il faut faire tout ça, exactement la même chose, loger autant de gens, cette fois-ci en émettant 16 millions de tonnes. Donc là, vous voyez qu'on est sur 10% de ce que l'on émet aujourd'hui. Ce simple chiffre-là vous explique à quel point nous allons avoir besoin de bras, de compétences, de gens formés, de gens passionnés et de gens en capacité de repenser notre mode de construire. Je termine avec un exemple extrêmement simple. Vous avez tous joué au Lego quand vous étiez jeune, probablement. Les pièces de Lego, elles se réutilisent, elles se réemboîtent et vous pouvez passer d'un bateau à un porte-avions, à un avion, à une voiture et à un bâtiment si vous le souhaitez. Aujourd'hui, dans le bâtiment, même pour cette réglementation environnementale qui est très, très innovante et en pointe pour le respect des enjeux climatiques, dans un bâtiment, rien ne se démonte. Absolument rien ne se démonte. Et donc, tous ces bâtiments qui sont construits aujourd'hui sont prévus pour être cassés à la boule ou à la dynamite. Et évidemment, c'est un modèle qui ne tiendra pas dans le temps. Le dernier point, pour arriver à tout ça, et ça c'est notre métier, vous sensibilisez à ça, vous voyez que pour sortir une réglementation environnementale en 2022, notre métier, ça a été d'identifier ces sujets-là dès les années 2000 pour rendre les choses possibles avant que l'État nous demande de réglementer. Notre métier de chercheur, c'est d'identifier les sujets de demain, de les traiter et de faire en sorte que les leaders, en fait, les acteurs qui ont envie de bouger et de faire mieux, ont déjà préparé les choses pour qu'au moment où on nous demande de le généraliser, les choses soient rendues possibles. Bon, on m'avait demandé, je ne sais pas si c'est utile de préciser le parcours, mais je vous le redonne. J'ai rien fait de ce qu'il fallait pour terminer dans les sujets de l'environnement. À chaque fois que j'ai eu l'opportunité de choisir, j'ai toujours choisi de faire du génie civil, de la structure des ponts, des stades ou des travaux sur les joints rocheux pour le stockage de déchets radioactifs en profondeur, par exemple. Donc, juste vous redire que parfois, le parcours n'est pas en adéquation avec les métiers que l'on peut mener in fine. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci. On va essayer de prendre des questions, alors soit dans la salle, soit dans le chat, pour ceux qui sont à l'extérieur. On va essayer de prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y en a ici? Maëva, tu surveilles le chat. Il n'y a pas de questions. Moi, je vais peut-être poser une question. Alors, du coup, dans le transparent, là, où on voit 2030, 2050, bon, vous aviez l'air confiant sur le passage à 2030, mais 2050, ça fait vraiment... le bar graphe, là, est vraiment très réduit. C'est tout aussi confiant ou... Non, beaucoup moins. Le message, il est très clair, c'est que il faut avoir confiance dans le fait que ce qu'on est en train d'enclencher aujourd'hui nous donne 8 ans pour repenser la construction. Dit autrement, dans la manière de faire les bâtiments aujourd'hui, on tiendra les objectifs 2030 si on se met à construire bas carbone, pour dire les choses. Mais il faut se mettre à construire bas carbone un peu comme on le fait aujourd'hui, mais en faisant mieux. Et il faut aussi clairement prévoir une manière de faire radicalement différente
cette partie-là est beaucoup plus anxiogène et on n'est absolument pas confiant sur ce deuxième tronçon, en effet. Et alors, parce que vous parliez aussi de Lego, il n'y a pas de question à ça, j'en profite. Hein. Vous parliez aussi de Lego, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont faites là-dessus? Ça fait rêver la maison Lego, mais est-ce qu'il y a déjà avancé là oui, absolument. Il y a des gens en pointe qui commencent à réfléchir à tout ça, mais l'idée que la construction soit circulaire, on utilise les Lego un peu comme ça, mais c'est quand même assez saugrenu finalement qu'un bâtiment qui représente quand même un gros objet, des gros volumes, énormément de consommation de matière, soit quelque chose que nous n'avons jamais pensé pour que les composants soient réutilisables. Donc vous prenez votre salle de bain, si vous vous lassez de vos carrelages, ils sont quand même bien attachés à votre support, donc vous n'avez pas le choix, en fait, il faut les casser. C'est le cas pour les structures aujourd'hui. Les architectes commencent à réfléchir à des bâtiments réversibles. Si je me suis trompé, que ce n'est pas des bâtiments de bureau qu'il faut faire, on fait 20 cm de plus pour pouvoir passer du logement au bureau si on s'est trompé. Mais rien n'est prévu pour réutiliser les poutres et les poteaux si je me suis trompé et si je décide de refaire autre chose. Et je crois que la logique de l'économie circulaire sera quelque chose de prédominant. D'autant que, comme ça a été dit tout à l'heure pour les batteries, hein, on recherche aussi des matériaux pour faire, et au rythme où vont les choses, on n'aura pas que des problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, on aura aussi le problème de disponibilité de matière. On le voit très bien en ce moment avec des grosses difficultés d'approvisionnement. Ok, eh bien, merci. S'il n'y a pas assez de questions. Oui. Étant donné le graphique que vous nous avez montré sur l'état actuel du parc immobilier, l'enjeu sur la rénovation des bâtiments n'était pas plus important que de créer des nouveaux bâtiments en Lego? En fait, ce qu'on aime bien utiliser comme image aujourd'hui, c'est qu'il faut que les bâtiments neufs nous servent en fait de concept car, quoi. Il faut que les bâtiments neufs nous servent à apprendre à faire des constructions radicalement différentes, parce que dans l'existant, on est beaucoup plus contraint. Là où on vous rejoint totalement, c'est que en fait, la réglementation environnementale qui est sortie nous met sur la trajectoire de la Société nationale bas carbone, enfin de la stratégie nationale bas carbone. C'est complètement insuffisant en regard des enjeux. C'est-à-dire que dit autrement aujourd'hui, c'est massifier la rénovation qui est l'élément clé pour la tenue des objectifs. Et le premier sujet pour nous, c'est pour ça que c'est important pour les étudiants de l'entendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 300 000 bras disponibles pour rénover tout ça. Il en faut probablement 600 000 ou 700 000. Ok. Eh bien, merci encore une fois pour votre présentation et les réponses aux questions. Avec grand plaisir. Passez une bonne journée. Merci. Désolé pour les petits soucis techniques. Merci. Bonne journée. Et bien voilà, je crois qu'on va passer à la suite. Donc c'est Madame Badia qui est là, donc elle pourra se présenter.
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est bon? Ça marche? Voilà, on va y arriver. Super. On va y arriver. C'est reparti. Voilà, alors, donc j'ai quelques points, hein, je vais vous donner quelques chiffres sur la filière nucléaire, les enjeux industriels de cette filière nucléaire et le défi des compétences, du coup, pour atteindre ces enjeux industriels. Alors d'abord, quelques chiffres clés. La filière nucléaire, c'est beaucoup de monde, puisqu'on est, il y a 220 000 salariés qui travaillent aujourd'hui dans la filière nucléaire. 3200 entreprises en fait qui contribuent globalement aux enjeux du nucléaire en France, hein, on est en France. Donc quand on dit 3200 entreprises, finalement il y a 5 grosses entreprises qui travaillent dans le domaine du nucléaire. C'est EDF, c'est le CEA, Framatome, Orano et Landra qui s'occupent des déchets radioactifs. Et ces 5 grandes entreprises ont une multitude de petites ou moyennes entreprises qui travaillent à leur côté pour les enjeux du nucléaire. Et en tout, ça fait 3200 entreprises qui travaillent pour les enjeux du nucléaire, soit donc 220 000 salariés. Donc là-dedans, effectivement, 85% sont des PME, TPE, les autres sont les grands groupes que je vous ai cités. Un chiffre sur lequel je voudrais revenir, c'est que finalement, l'énergie nucléaire, la production d'électricité d'origine nucléaire produit 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est pas les partenaires du nucléaire qui le disent, c'est le GIEC, donc c'est les experts internationaux du climat, qui disent qu'en fait, la filière nucléaire est donc importante pour contribuer à la décarbonation de l'industrie et à l'atteinte de nos enjeux de neutralité carbone en 2050. Et au-delà d'y contribuer, ce qu'on dit aujourd'hui, et ça fait le pendant avec ce qui était présenté tout à l'heure sur les énergies renouvelables, c'est que si on n'utilise que des énergies renouvelables, à l'instant T aujourd'hui, on n'y arrivera pas à atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Donc l'idée, c'est d'avoir un mix d'énergie renouvelable et d'électricité nucléaire qui, elle, assure une base qui n'est pas intermittente, contrairement aux énergies renouvelables. Ça permet d'avoir une base stable d'électricité non carbonée en complément des énergies renouvelables, au moins dans ces premières années où on vise une décarbonation de l'industrie. Ensuite, peut-être qu'on arrivera à bien décroître la part du nucléaire et ne fonctionner qu'avec des énergies renouvelables. Mais en tout cas, le GIEC, ce qu'il nous dit, c'est que dans ces années qui vont venir, il va nous falloir profiter de ce mix énergétique que constituent les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. Ce qui veut dire qu'on a de nombreux enjeux devant nous. Alors, d'abord, juste, je le disais tout à l'heure, hein, pour vous rappeler ce qu'est la chaîne de valeur nucléaire et les nombreux acteurs qui y travaillent. Et les métiers, du coup, c'est que le nucléaire, ça commence par de la R&D, donc c'est la première vignette à votre gauche, ça commence par de la R&D pour justement travailler sur des nouveaux types de réacteurs, dont des réacteurs de génération 4 qui vont nous permettre de recycler l'ensemble des déchets générés, du combustible généré, pour finalement arriver à fermer le cycle et arriver à faire en sorte qu'on ait une production d'énergie qui ferme le cycle et qui soit du coup circulaire et éviter d'augmenter la production de déchets nucléaires. Donc il y a beaucoup de recherches en ce sens-là sur des réacteurs de nouvelle génération qu'on appelle les réacteurs de génération 4. Ensuite, dans le nucléaire, il y a tout ce qui est production et enrichissement et conversion de l'uranium, puisque vous le savez, l'énergie nucléaire est produite à partir d'uranium qu'on va chercher dans les mines, qu'ensuite on enrichit et qu'on convertit de manière à pouvoir faire la réaction de fusion dans nos centrales nucléaires. Du coup, ça, de fission, pardon. Du coup, ça, c'est aussi des métiers qui sont principalement opérés par la société Orano. Ensuite, on a un certain nombre de métiers qui vont tourner autour finalement de fabrication du combustible, c'est-à-dire une fois qu'on a enrichi, converti l'uranium, on fabrique du combustible. Ça se fait aussi en France dans des usines Framatome. Alors, on a aussi du combustible Westinghouse qui est fait aux États-Unis, mais on a du combustible français, donc fabriqué par Framatome. Et ça, c'est un autre type de métier, du nucléaire, qui va consister à fabriquer du nucléaire et à apporter aussi des services à l'exploitation des centrales. Et ça, c'est la vignette d'après. L'exploitation des centrales, c'est donc EDF. On a 56 réacteurs actuellement sur le sol français qui produisent de l'énergie nucléaire. On a des services aux centrales. Donc ça, c'est la vignette d'après, Orano, Framatome. D'autres types de métiers, ça va être le traitement et le recyclage du combustible usé. Alors le combustible, une fois qu'il a fait plusieurs cycles dans un réacteur, on va l'entreposer dans une piscine
est à La Hague, c'est la piscine d'entreposage du combustible usé. On l'entrepose justement dans une piscine, contrairement à d'autres pays qui font de l'entreposage à sec. Nous, on l'entrepose dans une piscine pour pouvoir justement le recycler en MOX. Et ça fait du combustible enrichi qu'on réintroduit dans le cœur des centrales nucléaires, de manière justement à essayer de fermer ce cycle et à essayer de faire un minimum de déchets. Et du coup, uniquement 2% des déchets, uniquement 2% en fait des combustibles va être du déchet. Le reste, 98% de nos combustibles est recyclé. Voilà, pour faire du MOX. Et ça, c'est fait. Donc, le traitement, l'entreposage, pardon, dans la piscine, c'est la piscine de La Hague, en Normandie. Et la conversion de ça en MOX, donc ce combustible qu'on va réintroduire dans le cœur des réacteurs, ça se fait autour de Tricastin, dans le sud-est, pardon, Orano. Ensuite, Andra, c'est la gestion des déchets radioactifs, avec un gros projet d'enfouissement des déchets radioactifs très hautement radioactifs à Cigéo, en Haute-Marne. Et puis, les activités de démantèlement, puisque vous le savez, on commence à démanteler un certain nombre de réacteurs, soit des réacteurs expérimentaux qui étaient des réacteurs du CEA, soit, eh bien, on a fermé, vous le savez, il n'y a pas longtemps, la centrale nucléaire de Fessenheim, qu'on va commencer à démanteler. Et donc, il y a aussi beaucoup de métiers, j'ai envie de dire, d'avenir dans le démantèlement de nos réacteurs actuels. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble de la chaîne de valeur nucléaire, c'est l'ensemble des métiers sur lesquels on peut travailler dans le nucléaire. Alors, nos enjeux industriels à venir, je le disais, alors ça a été annoncé par le président de la République en février 2022. Il a fait un discours à Belfort quand il est allé annoncer le rachat des turbines de General Electric qui ont été rachetées donc, par EDF. Et à cette occasion-là, le président de la République a fait un grand discours sur le renouveau du nucléaire français en expliquant ce que je vous disais en début de mon propos, c'est-à-dire que pour obtenir la décarbonation et atteindre nos enjeux à 2050 de décarbonation, l'idée c'est de s'appuyer à la fois sur un essor des énergies renouvelables et à la fois sur quand même une base installée d'énergie nucléaire. Et donc il a annoncé en février 2022 en France le lancement d'un grand programme électronucléaire avec la construction de 3 paires, donc 3 x 2 réacteurs EPR2, et l'étude d'ailleurs de 4 paires additionnelles. Donc ce qu'il a annoncé, c'est qu'il y en aurait 6 réacteurs, 3 x 2, et peut-être potentiellement ensuite 8 autres. Ce qu'il a annoncé aussi, contrairement à ce qui avait été validé quelques années auparavant, c'est que nos centrales actuelles, qui sont actuellement en cours de fonctionnement, on allait essayer de les prolonger leur durée de vie au-delà de 40 ans. Ces centrales ont été conçues pour vivre 40 ans. Mais tous les 10 ans, on réévalue et on augmente lorsqu'on peut leur durée de fonctionnement. C'est le cas aux États-Unis. Nos centrales, c'est copier-coller des centrales aux États-Unis. Et certaines aux États-Unis vivent 80 ans. Voilà. Donc nous, l'idée, c'est peut-être pas d'aller à 80 ans, mais en tout cas d'arriver à prolonger nos centrales de 40 ans à 50 ans et éventuellement à 60 ans. Donc ça, c'est aussi des gros enjeux sur lesquels on va avoir besoin beaucoup de ressources. Et puis, il va y avoir la construction de Cigéo, donc ce centre d'enfouissement des déchets radioactifs, où là, il va y avoir aussi besoin de beaucoup de compétences, même si ça arrive un peu plus tard. Le démantèlement, je vous en ai parlé. Et puis, toujours dans nos grands enjeux, c'est le développement de réacteurs nucléaires innovants, le SMR. Alors SMR, ça veut dire Small Modular Reactor, donc ce sont des petits réacteurs nucléaires qui font de l'ordre de 300 MW. Pour vous donner un ordre d'idée, les réacteurs, les centrales nucléaires aujourd'hui, c'est entre 900 et 1300 MW, un réacteur. L'EPR, c'est 1650 MW, donc c'est des gros trucs, quoi. Vraiment, c'est des grosses bêtes qui produisent beaucoup d'énergie. L'idée avec les SMR, comme son nom l'indique, small, ça va produire de l'électricité avec une puissance d'environ 300 MW. Plus petit, modulaire, on fabrique en usine et ça s'installe plus facilement et ça vise en fait à remplacer, en tout cas à l'export, par exemple des centrales à charbon. Alors voilà, donc ça c'était juste quelques images pour que vous voyez, mais c'est ce que je viens de dire, le programme NNF, donc Nouveau Nucléaire Français annoncé par le président de la République, et le SMR Neward. Donc ça c'est vraiment les gros enjeux du nouveau nucléaire, à la fois les EPR et à la fois le Small Modular Reactor Neward. Donc c'est vraiment les deux objets sur lesquels la filière nucléaire travaille, avec en fait des perspectives mise en service des EPR2, c'est vers 2035, et le SMR aussi, c'est vers 2035. Et puis l'autre grand enjeu dont je viens de parler, c'est ce qu'on appelle le grand carénage. Ça, c'est le grand carénage, c'est les opérations industrielles qui vont permettre de prolonger la durée de vie du parc nucléaire existant.
Donc sur la carte, vous voyez l'ensemble des centrales nucléaires qui sont réparties sur le territoire français. Et puis, pardon, sur votre gauche. Et puis sur la droite, vous voyez les principaux chantiers du grand carénage. Donc ce qu'on appelle le grand carénage, finalement, c'est pour prolonger, je le disais, la durée de vie des réacteurs. Donc il va y avoir à la fois des travaux pour améliorer et même renforcer la sûreté nucléaire de nos installations. Et il va y avoir des travaux tout simplement pour remplacer des gros composants, par exemple les générateurs de vapeur, les transfos qui arrivent en fin de vie. Donc l'idée, c'est d'aller remplacer les générateurs de vapeur, d'aller remplacer les transformateurs. Et ça se fait sur toutes nos centrales. Elles ont toutes été construites entre 1980 et 1990. Ce qui veut dire qu'elles arrivent toutes en fin de vie théorique au même moment. Et donc, sur la période 2022, donc aujourd'hui jusqu'en 2032, elles vont toutes passer par le grand carénage de manière à être complètement revues, à augmenter leur niveau de sûreté, en prenant en compte d'ailleurs le REX de Fukushima, mais aussi remplacer les gros composants. Et ça, c'est des travaux énormes, hein. C'est 5 milliards d'euros en gros par an. Voilà, je suis allée trop vite. Alors, donc le cycle du combustible, j'en ai parlé. Ce qu'il faut voir, en fait, avec ces cartes, ce que ça permet de montrer, c'est que finalement, travailler dans le nucléaire, ça veut dire travailler sur l'ensemble du territoire. Les centrales nucléaires sont réparties partout et les usines du cycle du combustible, elles sont aussi réparties partout, un petit peu en France. Le démantèlement, j'en ai parlé aussi. Ça, c'est aussi vraiment les gros enjeux qui nous occupent. On a quand même à démanteler 53 installations nucléaires civiles qui viennent, je le disais, du CEA, des anciens réacteurs du CEA, mais aussi des vieilles centrales graphiques d'EDF. Et puis, ce que je vous disais, la Fessenheim, on a fermé Fessenheim depuis février 2020 et donc les activités de démantèlement vont commencer. Alors, du coup, pour faire tout ça, on a besoin, et ça a été annoncé dans une conférence de presse la semaine dernière, on a besoin d'énormément de compétences pour travailler sur ces sujets-là. Et on a annoncé dans une conférence de presse des besoins qui sont estimés à entre 10 000 et 15 000 recrutements par an sur les 10 prochaines années. Ça veut dire, voilà, chaque année, sur les 10 ans à venir, on aura besoin de 10 000 à 15 000 salariés qui vont venir travailler dans le nucléaire. Dit autrement, si on se place en 2032, un salarié sur deux qui travaille dans le nucléaire n'est pas dans la filière. Donc voilà, on va vraiment avoir à recruter un salarié sur deux d'ici 2032. C'est énorme. Et donc, on a des métiers en tension qui sont identifiés. Les métiers en tension, c'est quoi? C'est les métiers pour lesquels, finalement, le système l'offre de formation, que ce soit l'offre de formation académique, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, mais aussi l'offre de formation continue pour arriver à former, à recruter plus de gens qui vont travailler dans nos métiers. Alors pourquoi? Parce qu'on a un nombre insuffisant de diplômés, je le disais, issus des cursus de formation. Ça, c'est pour ça qu'on a des métiers en tension. Parce qu'aussi, on a une offre de formation qui finalement n'est pas super lisible. On a beaucoup de formations finalement qui mènent au métier du nucléaire, des formations d'ingénieurs généralistes, des formations de tout niveau, des CAP, des bacs pro, par exemple, si je prends un bac pro chaudronnerie, un bac pro électricien, ces bacs pro-là, finalement, ils ne vont pas seulement servir la filière nucléaire, ils vont servir l'ensemble de l'industrie. Donc, on n'est pas les seuls à vouloir des gens qui sont dans la technique. Et en plus, je pense que vous le savez, les filières techniques ont du mal à se remplir. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur l'attractivité des filières techniques au sens large, pas seulement pour le nucléaire, mais pour l'ensemble de l'industrie française. Et puis, en plus du déficit, j'ai envie de dire, d'attractivité de l'industrie, on a aussi un déficit d'attractivité du nucléaire, même si on constate qu'avec les enjeux environnementaux dont on parlait tout à l'heure, les défis climatiques, de plus en plus, en tout cas dans l'enseignement supérieur, les classes qui ont des modules nucléaires sont de plus en plus remplies, même on doit refuser du monde dans certaines écoles d'ingénieurs sur les modules nucléaires, parce que les jeunes étudiants ont bien compris que le nucléaire contribuait à la solution de la transition énergétique. Voilà, donc ça commence l'image nucléaire commence à évoluer, c'est bien. Après, on a quand même encore des gros soucis d'attractivité, et en particulier sur les métiers techniques de niveau CAP, Bac Pro et Bac plus 2. Et puis, on a quand même, dans les métiers du nucléaire, si je reprends les métiers qui sont très techniques, de niveau technicien, c'est des métiers qui sont le plus souvent itinérants. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui vont aller faire la maintenance dans les centrales nucléaires, souvent, c'est des métiers itinérants, dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément simples.
Alors après, ça a d'autres avantages en termes de salaire. Hein. C'est des métiers qui gagnent beaucoup d'argent. Par contre, il y a des contraintes de déplacement qui ne sont pas forcément très attractives pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, on travaille sur cette attractivité. Alors là, je vous ai mis les métiers en tension. Je ne vais pas tous les lister. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a dans les métiers en tension des métiers très terrain, de techniciens type le chaudronnier, des câbleurs, des robinettiers, des tuyauteurs, des soudeurs. Tous ces métiers-là, on en cherche et on n'est pas les seuls. Mais on va chercher aussi beaucoup d'ingénieurs, ingénieurs essais, ingénieurs études conception, ingénieurs mécaniques, ingénieurs d'études génie civil, voilà, donc tout est là. Des ingénieurs sûreté nucléaire, ça c'est des métiers dans lesquels on a de gros besoins. Et donc je termine pour vous dire, bah voilà, moi je préside cette association qui s'appelle et l'objectif de ça, c'est de construire l'offre de formation aux besoins que je viens de vous décrire de la filière nucléaire. Et donc, c'est de travailler en lien avec diverses universités, écoles d'ingénieurs et puis établissements scolaires pour adapter l'offre de formation à tous ces besoins de la filière nucléaire. Voilà. Et juste pour terminer, on travaille avec toutes les régions et peut-être juste pour terminer, on a un système de bourse d'études dans le nucléaire qui est financé par le gouvernement, par l'État pour sponsoriser des étudiants qui s'engagent dans les formations nucléaires. Et on a développé un site internet qui s'appelle monavenirdanslenucléaire.fr avec un petit code barre que vous voyez là. Et sur ce site, si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur l'ensemble des métiers de la filière nucléaire, les formations qui mènent à ces métiers de la filière nucléaire et bientôt les offres d'emploi de la filière nucléaire. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. C'est pareil, on va essayer de prendre deux questions, soit dans la salle, soit à distance. Il y en a une là. Moi, j'avais une question par rapport au recyclage. Le système de la piscine, je n'ai pas bien compris ce que vous pouvez dire. Ouais, en fait, c'est à la Hague. La Hague, c'est une énorme piscine où on met les assemblages combustibles. En fait, les assemblages combustibles, ils font plusieurs cycles. Mais une fois qu'ils ont épuisé leur durée de vie, on va les mettre dans une piscine. Ils trempent, en fait. Clairement, ils trempent dans une piscine. Le temps que la radioactivité diminue un petit peu. Et ensuite, on les emmène dans l'usine Melox, qui est une usine donc, dans le sud de la France, où on va les réenrichir avec de l'uranium et on va les remettre dans le réacteur. Ça permet que ce ne soit pas des déchets, mais qu'ils continuent à être… Et en fait, si on les entreposait à sec, comme font de nombreux pays, si on entrepose à sec, c'est foutu. C'est-à-dire qu'après, on ne peut pas les réutiliser, les remettre dans un réacteur. Donc cette piscine, elle est importante. On en a besoin pour ensuite pouvoir réutiliser, les réenrichir et les remettre dans nos réacteurs. Voilà, et ça, cette piscine de la Hague, elle est bientôt pleine, d'où des travaux en cours pour reconstruire une nouvelle piscine juste à côté de la première piscine. Voilà. Alors, j'ai une autre question à distance, Philippe. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Ça rejoint la question et ce que vous venez de mentionner. Donc, le combustible est recyclé un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'après passage dans un réacteur, le MOX est remis dans le circuit de recyclage. Absolument. Alors, après le passage dans un réacteur, on peut faire du MOX. Mais après, une fois que le MOX est passé dans un réacteur, après, c'est fini. Après, c'est fini. Après, ça devient un déchet et c'est là où intervient CIGEO. Voilà. D'accord. Donc, on a droit. C'est bien en une fois. Très bien, merci. Absolument. C'était suite à ton dernier transparent. Là. Ouais. On voit qu'il y a des bourses pour les CAP, pour les bac pro, pour les BTS. On sait qu'il y a des choses qui sont faites pour les masters aussi. Oui. Est-ce que vous avez imaginé que sur le niveau licence professionnelle, c'est-à-dire au niveau bac plus 3, qu'il y aura des bourses aussi? Et des BTS qui va suivre. Absolument. Alors là, pour tout vous dire, on est financé par France Relance sur ce système de bourse. Et donc par l'État, et on a commencé par les métiers les plus en tension, qui sont les métiers de niveau CAP, Bac Pro, Bac plus 2. Pour tout te dire, l'aide de l'État dure encore 1 an après cette année scolaire et après se termine. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'organiser au sein de la filière nucléaire entre les grands industriels, EDF, Ramato, Murano, etc., pour reprendre à notre compte le système de bourse
et financer les niveaux dont tu parlais, sachant que déjà, quand même, il y a beaucoup de financement au niveau études supérieures. Des boîtes comme EDF financent des bourses, des boîtes comme Orano financent des bourses. Mais l'idée, c'est que nous, on ait une vision un peu globale de tout ça et qu'on essaie d'élargir le panel des bourses. Sauf que l'État, pour le moment, ne nous donne pas de perspective. Donc, on va devoir se prendre un peu en main au niveau de la filière nucléaire. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Et si, une autre. Oui. Pour les SMR, ça peut être quand la Alors, pour les SMR, je pense que c'est 2035. Hein. C'est ce qui est visé. En tout cas, c'est entre 2030 et 2035. Voilà. C'est une grosse course, il y a un gros enjeu de compétitivité, parce que finalement, en France, on n'a pas été vraiment les premiers à démarrer. Et donc, il y a d'autres pays qui se sont lancés dans les SMR. Donc là, il y a un gros enjeu de compétitivité pour essayer de rattraper le retard par rapport à l'international. Mais bon, il y a une super équipe qui bosse sur les SMR, donc on espère bien rattraper le retard. Merci. Je vous remercie encore une fois. Je vous en prie. Alors, ensuite, le prochain interlocuteur, c'est Monsieur Hans. Ah, pardon. Galvé. Oui, pardon. Galvé. On va y arriver. Du coup, je vais vous donner la main pour partager votre... Bonne journée. Soit le micro, du coup. Soit le micro. Oui, je laisse continuer. D'accord. On voit là votre présentation. Donc, si vous parlez, on va vérifier que je vous entend bien. Ok, très bien. Tout d'abord, merci. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc, moi, je vais vous présenter une présentation un peu différente puisque en fait, je vais vous parler un peu plus en détail de mon métier. Et donc, ce que je vais faire avec ma présentation, c'est suivre un peu l'idée que vous a proposée Sylvain Franger dans la première partie, donc c'est de parler des batteries. Et donc, j'espère à travers de ma présentation de vous convaincre qu'en fait, dans ce domaine des batteries, il y a un ensemble assez grand de cœurs de métiers différents dans lesquels vous pouvez travailler. Et donc, évidemment, c'est aujourd'hui un métier assez porteur. Vous voyez partout, vous entendez partout des gens parler de véhicules électriques. Et donc, sur les prochaines années, les véhicules électriques vont continuer à se développer. Et donc, vous avez des bonnes perspectives de carrière. Donc, je commence. Donc, je vous présenter ma présentation qui s'intitule donc un aperçu des enjeux techniques des batteries lithium dans l'automobile. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vous présente mon sommaire. Et donc, j'aimerais vous dire quelques mots sur ma présentation qui va donc porter sur mon métier, en fait. Donc, je vous ai expliqué à peu près techniquement à quoi consiste mon métier. Et donc, il porte sur le dimensionnement d'un pack batterie. Donc, comme Sylvain, dans une première partie, je vais vous expliquer un peu en quoi consistent les différentes technologies des systèmes de stockage d'énergie. Je vais vous expliquer aussi, bien évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un pack batterie, autrement, ça va être un peu compliqué. Et ensuite, je vais vous expliquer que justement, lorsque vous allez concevoir ces systèmes de pack batterie, vous avez un certain nombre d'objectifs à atteindre. Par exemple, une autonomie au niveau des véhicules, donc qui va correspondre à une énergie au niveau de votre pack batterie. Et enfin, justement, quand vous faites ce pack batterie, vous avez un certain nombre de considérations techniques à faire qui vont porter, par exemple, sur le choix des cellules et donc plus spécifiquement le format des cellules. Donc, je vais vous expliquer qu'il y a un certain nombre de formats de cellules. Alors, je m'excuse de vous interrompre 30 secondes. En fait, votre transparent ne défile pas. On est resté sur le premier. Là. Désolé. Voilà. Là, ça défile ou ça défile pas? Ça a l'air bon. Là, on est sur le 2, ouais. Est-ce que si j'agrandis, ça défile quand même ou pas? Non, on est sur le 2 là. C'est bon, je vais réduire, c'est pas très grave. Vous arrivez à voir suffisamment bien? Pour nous, ça va, oui. Ok, ça va. Élève au fond, je ne sais pas, mais. Si, c'est bon, ok. Ah, ok, désolé en tout cas. Il n'y a pas de... Dans une deuxième partie, je vais vous expliquer, donc c'est le cœur de mon métier, qu'en fait, justement, lorsque vous voulez atteindre un certain nombre d'objectifs au niveau de votre batterie, vous allez avoir recours à la modélisation. Bien évidemment, la modélisation, pas uniquement au niveau du véhicule, de la batterie, mais aussi au niveau du véhicule, avec bien évidemment la dynamique de véhicule, les systèmes de refroidissement et également la batterie.
Donc, je commence avec ma première partie. Et donc, je vous propose quelques mots à propos de la technologie des stockages d'énergie. Donc, comme vous expliqué précédemment, Sylvain, vous avez un certain nombre de technologies de stockage d'énergie différentes qui sont classées ici sur la pyramide de Roche, qui vont en fait varier en fonction de la densité d'énergie massique spécifique ou volumétrique. Donc, par exemple, vous trouvez ce qu'on appelle les batteries au plomb que vous avez dans les véhicules thermiques. Vous avez aussi toute la famille des technologies de batteries lithium. Vous avez aussi ce qu'on appelle les technologies de future génération qui ont des densités d'énergie beaucoup plus denses. Et vous avez bien évidemment, à titre de comparaison, l'essence. Et donc, bien évidemment, lorsque vous allez, par exemple, concevoir un parc batterie, vous allez toujours chercher à avoir des densités d'énergie de plus en plus élevées. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez par exemple la masse de votre batterie constante, ben, vous aurez plus d'autonomie. Et au contraire, si vous réduisez la masse de votre système, en réduisant la masse de votre système, vous avez la même autonomie et la même énergie. De la même façon, vous cherchez aussi des technologies qui sont de plus en plus sûres, comme l'expliquait aussi Sylvain, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les technologies que vous avez dans vos téléphones portables, par exemple, sont prônes à un certain nombre d'incidents. Par exemple, cela peut être des courts-circuits à l'intérieur des batteries. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez des problèmes, des phénomènes qui s'appellent par exemple l'emballement thermique, pour lesquels la cellule, en fait, elles vont chauffer, elles vont éventuellement exploser et propager un certain nombre de matériaux chauds, en fait. Et le problème de ce phénomène d'emballement thermique, c'est qu'il peut éventuellement se propager dans l'ensemble de la batterie. Donc, justement, lorsque vous allez concevoir une batterie, donc une batterie, c'est l'ensemble de cellules, vous allez peut-être venir ici mettre des matériaux entre les différentes cellules pour éviter la propagation du feu. Mais en fait, ce que je veux que vous reteniez de cette image ici, c'est que dans cette famille de cellules au lithium-ion, bien que ça n'apparaisse qu'avec une seule surface, vous avez tout un éventail de matériaux différents, que ce soit pour les électrodes positives ou négatives, pour l'électrolyte, pour les séparateurs. Vous avez aussi des designs différents, vous avez aussi des formats différents. Et même lorsque vous avez un matériau donné, par exemple ce qu'on appelle le graphite pour l'électrode négatif, chaque fournisseur de cellules, donc chaque fournisseur de cellules va avoir sa propre recette. Donc il se peut que pour un même matériau, pour un même matériau, chaque fournisseur va adapter le matériau, par exemple, en changeant des propriétés physiques comme la porosité, la tortuosité des matériaux. Et donc, cela va signifier que vous pourrez éventuellement avoir des performances très différentes. Donc, c'est pour ça, lorsque vous allez concevoir un pack, et donc il va falloir choisir une cellule, il va vraiment falloir comprendre en détail les avantages et les inconvénients de chaque technologie. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'anatomie du pack batterie. Autrement, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais commencer par la figure de droite dans laquelle je vous propose l'image d'une cellule. Donc ça, c'est l'unité qui est par exemple une tension de 4 à 2 volts. Cette cellule que l'on appelle de type pouch, on va venir la mettre à l'intérieur d'un module. Donc dans un module, vous avez par exemple différentes cellules qui vont être connectées en série ou en parallèle. Vous avez aussi un ensemble de capteurs justement qui vont venir lire la tension et la température des cellules. Enfin, lorsque vous avez différents modules, vous allez venir les imbriquer à l'intérieur de ce qu'on appelle le pack. Donc, le pack, c'est vraiment l'ensemble. Et vous allez par exemple les connecter en série justement pour atteindre la tension nominale de votre système. Vous avez évidemment dans un pack batterie un ensemble de composants de plus qui, eux, participent pas du coup à l'énergie du système. Mais vous avez par exemple le système de refroidissement qui est un des éléments essentiels parce que justement ces batteries vont chauffer au cours de l'utilisation, donc il va falloir le refroidir. Vous avez bien évidemment des protection covers comme vous avez ici justement pour vous assurer que votre batterie est hermétique. Vous avez aussi toute la partie de l'électronique de puissance où vous avez les connecteurs de votre batterie, vous avez tout le câblage. Et vous avez bien évidemment souvent des composants qui ont pour fonction de maintenir la structure du système. Donc en fait, ce que je veux que vous reteniez de ces batteries, en fait, une des choses bien évidemment à comprendre, c'est que lorsque vous parlez de densité d'énergie au niveau de la cellule, le problème c'est que lorsque vous allez faire un pack, vous n'allez pas obtenir la même densité d'énergie. Pourquoi? Parce que cette cellule, il va falloir l'intégrer. Et donc, par exemple, une de vos problématiques, c'est éventuellement, si je retourne dans ma diapositive d'avant, c'est qu'il se peut qu'au niveau de la cellule, vous ayez choisi une technologie avec une forte densité d'énergie, par exemple massique, mais du fait d'une intégration difficile dans un pack, par exemple, vous avez besoin d'un système de refroidissement surdimensionné, il se peut que la densité d'énergie de votre pack soit inférieure à celle d'un deuxième pack en ayant choisi une technologie plus simple qui était plus facilement à intégrer.
Donc maintenant que vous comprenez tout sur les cellules et le pack, ben, je vais vous expliquer que, et ça semble un peu peut-être évident, mais lorsque vous allez concevoir un pack, ben, il y a un certain nombre d'objectifs à atteindre. Par exemple, une autonomie au niveau véhicule, donc qui va être représentée par une certaine énergie au niveau de votre batterie. Vous avez aussi des puissances moyennes et maximales. Par exemple, si vous voulez faire des accélérations, vous avez bien évidemment parfois des masses à expecter. Donc, par exemple, si vous prenez un petit véhicule qui fait 1 tonne, vous ne pouvez pas vous amuser à mettre une batterie qui fait 1 tonne. Vous êtes aussi contraint généralement par le volume. Typiquement, la figure la batterie que vous voyez à l'image, c'est une batterie qui se trouve sous les fauteuils des passagers, mais vous n'avez pas toujours accès à ce volume-là. Parfois, il va falloir travailler avec des volumes à des géométries plus compliquées. Vous avez aussi le volume en termes de production, c'est-à-dire que lorsque vous allez concevoir un pack batterie, ben, si vous allez faire 1 million d'unités, vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes procédés de fabrication, donc pas le même type de pièces et matériaux. Et bien évidemment, vous avez aussi un poids maîtrisé. Un dernier exemple qui est plutôt donc, à celui que moi je me consacre spécialement, ça va être les performances électrothermiques. Pourquoi? Parce que généralement, pour les véhicules de course, par exemple, elles vont être dimensionnées par rapport à un certain objectif à atteindre dans une course. Et du coup, il va falloir s'assurer justement que la batterie va être en mesure de vous délivrer une certaine puissance électrique et une limitation dans la puissance thermique, évidemment. Donc maintenant, j'aimerais vous parler donc une des considérations techniques que l'on prend lorsqu'on conçoit un pack batterie. Et justement, c'est là où vous faites intervenir un ensemble de métiers différents parce que, par exemple, lorsque vous devez faire un choix de cellule, vous avez différents choix de format. Donc, qu'est-ce que c'est un format? Ça va être en fait, si vous voulez, la géométrie de la cellule, comment est-ce qu'elle va être mise à l'intérieur d'un système. Donc, par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle une cellule prismatique qui a donc un format, on va dire, rectangulaire et qui est du coup solide à l'extérieur. Et vous avez au contraire des cellules de type pouch et ces cellules-là sont plutôt souples. Donc, un des problèmes de ce type de cellules, c'est que puisque vous allez venir les imbriquer les unes à côté des autres, puisque vous allez essayer d'optimiser le volume utilisé, ben vous allez pouvoir leur faire dire que vers les surfaces latérales. Et donc, un problème de ces cellules, justement, si vous allez vers des applications de haute puissance dans lesquelles vous avez besoin de courant important, ben, c'est qu'elles vont surchauffer. Donc, ici, c'est plutôt des personnes de la CFD qui vous a aidé à faire ce type de simulation. Donc, elles font beaucoup chauffer et donc elles ne vont pas être aptes pour ce type d'application. Au contraire, vous avez des cellules type pouch qui sont, elles, du coup, très denses en énergie. Donc, elles sont assez utilisées lorsque vous voulez une autonomie relativement grande. Et le problème de ce type de cellules, par exemple, c'est que lorsque vous allez l'utiliser, ben, elles vont gonfler. Elles vont gonfler parce que vous avez la génération de gaz à l'intérieur des cellules. Et donc, lorsque vous allez les mettre dans un module, et ce qu'il va falloir faire, c'est venir les contraindre mécaniquement justement pour maintenir un volume constant. D'une autre façon aussi, Sylvain vous a touché sur quelques mots la différence de technologie que vous avez. Donc aujourd'hui, on travaille sur des technologies conventionnelles qu'on appelle lithium-ion normal avec un électrolyte liquide. Mais vous avez aussi les technologies futures qui portent donc sur un électrolyte qui lui est totalement solide, excuse-moi. En fait, un des avantages de la plupart de ce type de technologies de tout solide, c'est que justement le problème d'emballement thermique dont je vous ai parlé, il est assez mitigé. Donc c'est un avantage en termes de sécurité. Le problème aussi de ces technologies aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas capables de vous délivrer des puissances relativement élevées, donc elles ne vont pas être aptes à être utilisées dans des applications, par exemple, de véhicules de course. Aussi, bien évidemment, vu que ce sont des technologies plutôt récentes, ben, il y a tout un problème de s'assurer de la qualité au niveau de la production en masse. Donc ici, justement, dans toute la partie qui est en fait la production de cellules, il y a énormément de métiers différents qui vont porter, par exemple, sur la conception de ces matériaux, sur la chimie organique de l'électrolyte, qui vont aussi porter sur le design mécanique des cellules. Donc maintenant, pour passer rapidement à ma deuxième partie, et justement faire le lien entre les objectifs que vous devez atteindre, par exemple une autonomie, une puissance, ben, je vais vous expliquer que on va avoir recours à la modélisation. Donc, généralement, comme je vous ai dit au début, la modélisation, lorsque vous faites un calcul d'autonomie, va aussi inclure des systèmes de modèles au niveau du véhicule, des systèmes de refroidissement avec les pompes à chaleur, les radiateurs, mais également aussi les modèles de batterie. Donc, typiquement, ces modèles de batterie correspondent à quoi? Généralement, dans votre téléphone, lorsque vous avez par exemple l'estimation de l'état de charge, vous allez utiliser les systèmes qu'on appelle des modèles à circuit équivalent. Donc, c'est des petits modèles qui essayent de reproduire le comportement de la batterie. Ces modèles sont composés par exemple d'un ensemble de résistances et de condensateurs.
Et donc, l'idée de fonctionnement de ces modèles, c'est que en entrée, vous allez avoir, par exemple, un signal de courant. Donc, lorsque vous avez un signal de courant, vous allez le faire passer à travers ce modèle. Et vous allez avoir en résultante, par exemple, le profil de tension de votre batterie. Vous avez aussi le profil d'état de charge de votre batterie. Donc, c'est comme ça qu'on l'estime. Et vous avez, par exemple, aussi la génération de chaleur. Un des points clés aussi, essentiels à comprendre, c'est que généralement, quand vous parlez de travailler avec les batteries, vous travaillez beaucoup avec des collègues qui font de la simulation CFD, justement, pour faire des modèles thermiques 3D et ensuite des modèles thermiques réduits pour justement pouvoir voir quelle est l'évolution de la température de vos cellules au cours du temps. Et donc maintenant, si je vous dis par exemple que vous avez envie de simuler une autonomie d'un véhicule WLTP, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, vous allez avoir un profil de vitesse qui va être donc utilisé par votre collègue qui travaille dans la dynamique du véhicule. Ce profil de vitesse va être traduit à un profil de puissance par ces modèles. Et nous, ce qu'on va faire, c'est par exemple, en partant d'un état totalement chargé de la batterie, vous allez répéter ce profil, on va dire, de puissance courant jusqu'à ce que la batterie soit vide. Et comme vous avez un environnement couplé entre des modèles de la dynamique des véhicules et votre modèle de batterie, vous allez tout simplement pouvoir calculer quelle est la distance parcourue que vous avez de la même façon, puisque ces modèles vous donnent par exemple une génération de chaleur et que ce modèle thermique vous donne l'évolution de la température, vous allez pouvoir comprendre si éventuellement votre système de refroidissement est surdimensionné ou pas. Un autre point clé justement sur cette modélisation des batteries est la modélisation du vieillissement. Pourquoi le vieillissement? Parce que tout simplement, et comme votre téléphone, quand vous allez utiliser la batterie, elle va vieillir au cours du temps, elle va commencer à perdre en autonomie, elle va commencer à perdre en puissance parce que la résistance augmente. Et donc, il apparaît peut-être évident que pour un constructeur automobile, il est justement très important de comprendre justement comment cette batterie va vieillir au cours du temps en fonction de l'utilisation qu'on lui donne pour pouvoir garantir sa performance. Parce que lui, il est obligé de donner une garantie. Donc, le problème, c'est que par exemple, si aujourd'hui, vous sous-dimensionnez une batterie, et ce qui va se passer, c'est que cette batterie va éventuellement vieillir plus rapidement. Et donc, le constructeur automobile va être confronté à des problèmes de garantie parce qu'au bout de 8 ans, peut-être que la capacité de votre système sera trop faible. D'un autre côté, si le constructeur automobile s'amuse à surdimensionner les batteries, il va avoir des problèmes de coût. Éventuellement aussi, si vous avez un problème de surdimensionnement, vous allez affecter la masse du véhicule, vous allez éventuellement affecter la performance en conduite du véhicule. Donc, typiquement, quand vous parlez justement de ce vieillissement, vous allez donc coupler les modèles de vieillissement avec les modèles thermiques. Encore une fois, parce qu'en fait, on sait que la température est par exemple un des paramètres le plus importants quand on parle de vieillissement. Et donc, typiquement, si vous prenez l'exemple de cette figure-là qui correspond donc avec un module avec des petites cellules cylindriques, vous avez des températures différentes. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'éventuellement, si vous avez un système qui n'est pas du tout homogène, comme celui-là, peut-être que ces cellules qui sont ici, en rouge, vont vieillir plus rapidement et donc vont devenir défaillantes plus rapidement. Et du coup, si ces cellules-là deviennent défaillantes, il se trouve que votre module va être à son tour défaillant. Et du coup, votre batterie va avoir des problèmes. Donc, dans ce cas de figure, par exemple, ce que vous allez peut-être aller faire, c'est que vous allez aller choisir une cellule différente qui peut-être a une densité d'énergie moins faible, mais qui peut-être chauffe moins. Et du coup, vous allez avoir un système de plus en plus homogène. Et donc, comme ça, vous pouvez vous assurer que dans le long terme, votre batterie aura de meilleures performances. Donc, c'est en fait comme ça que je finis ma présentation technique. Et quelques mots juste pour rappeler que dans le domaine de batterie, vous avez énormément de métiers différents qui vont de l'étude des matériaux au niveau de l'électrode jusqu'à l'étude macroscopique au niveau de la performance au niveau des véhicules. C'est un domaine qui est très porteur. Vous avez beaucoup d'opportunités d'emploi aujourd'hui, que vous soyez ingénieur en génie électronique ou en contrôle commande, en optimisation, même en intelligence artificielle, parce que justement, ces modèles ici que je vous ai présentés, on va venir essayer de les améliorer avec des réseaux de neurones. Vous avez aussi toute la partie de chimie organique pour les électrolytes, la chimie des matériaux pour les électrodes. Et donc, vous avez vraiment un éventail presque infini de métiers différents. Je vais finir juste par vous présenter mon parcours. Donc, je suis ancien étudiant à l'université. Donc, j'ai fait ma licence, mes masters et ma thèse de doctorat avec, en fait, Sylvain, qui est mon ancien directeur de thèse à l'université. J'ai travaillé en Croatie, à Zagreb, dans des véhicules de haute performance. Et aujourd'hui, je suis un ingénieur à Munich, en Allemagne, toujours dans le même segment de véhicules. Donc, si jamais le domaine vous intéresse et que vous cherchez des stages aussi, je fais un peu de la pub, mais vous pouvez m'envoyer un mail et je serai très content de vous aider. Donc, merci pour votre attention.
le micro était coupé, mais il y avait des applaudissements. Ok, donc, on a très rapidement peut-être aussi une ou deux questions dans la salle ou à distance. Oui, il y a une question. Oui. Monsieur, merci. Vous avez parlé de métiers pour des gens extrêmement qualifiés, des ingénieurs de haut niveau. Est-ce qu'il y a du travail pour des techniciens supérieurs? Oui, typiquement, je pense que ça peut être des métiers, par exemple, on va dire relativement proches de l'expertise. Par exemple, toutes les personnes qui font les tests, toute la partie expérimentale au niveau des batteries va avoir besoin de beaucoup de techniciens. Par exemple, tous les essais que vous faites, par exemple, si vous allez dans une entreprise comme Peugeot, vous allez avoir un certain nombre d'essais à faire au niveau de la performance électrothermique des batteries. Donc, c'est des techniciens qualifiants qui vont la faire. Et aussi, bien évidemment, si je fais un peu le lien avec mes précédents stages, lorsque vous travaillez dans un laboratoire de recherche, comme le CA, justement, vous avez des laboratoires donc, de batteries. Vous avez aussi des techniciens qui vont vous aider justement pour tout ce qui est la synthèse des matériaux qui sont à l'intérieur de votre cellule. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? À distance, tu as rien? Non. Okay. Très bien. Eh bien, on peut le remercier encore une fois. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on va passer à la suite du programme. Alors, si vous pouviez arrêter de partager, M. Galdet, à manquer la main, peut-être. Ouais, super, merci. Bonjour à tous. Je suis Daria Leela, chargée des relations entreprises et d'insertion professionnelle à la direction de la formation et de la réussite. Et je vais vous parler d'autre chose, quelque chose de différent de ce que vous avez entendu tout à l'heure. Alors, je voudrais vous rapidement présenter notre service. En fait, pour vous dire qu'il y a toute une direction entière qui est dédiée à l'orientation académique et professionnelle et donc et à l'insertion professionnelle des étudiants jusqu'à l'entrepreneuriat. Ensuite, je vais passer les paroles à ma collègue qui va parler de devenir de diplômés de vos formations. Alors voilà, rapidement. Donc, la direction de la formation et de la réussite peut vous aider dans votre orientation, insertion professionnelle, construction de votre projet et entrepreneuriat, si ça vous tente, en s'appuyant sur des différents outils comme le réseau de diplômés, comme le Career Center, comme les rencontres avec des professionnels, comme vous venez d'avoir, que nous organisons pour toutes les formations régulièrement. Alors, du coup, en tout ce qui concerne orientation, donc là, vous êtes déjà en formation, vous avez votre projet académique et si ça change, sachez qu'il y a des conseillers en orientation qui peuvent vous aider. Si vous avez besoin de prendre une année de césure, si vous avez besoin de réfléchir encore pour votre master, sur votre spécialité, nous avons des conseillers qui vous entretiennent individuellement, sans rendez-vous, avec le rendez-vous et puis des séances collectives. Alors, pour insertion professionnelle, nous avons un pôle avec une équipe dédiée et nous proposons les ateliers collectifs et individuels liés au projet professionnel. Donc, typiquement, les ateliers que vous pouvez avoir. Là, je ne vois rien du tout. Donc, du coup, je vais rapidement regarder ma présentation. Donc, compétences identifiées et valorisées, CV, lettres de motivation, techniques de recherche, préparation aux entretiens, réseaux sociaux, jeunes diplômés, trouver mon premier emploi, pas pour vous, pas encore,
mais bientôt, objectif, trouver mon alternance, les codes de l'entreprise. Tout cela, il est développé par des professionnels pour vous qui vous accompagnent. Donc, c'est possible collectivement et individuellement pour trouver votre stage, votre alternance, etc. Nous avons Career Center de l'Université Paris-Saclay qui est accessible à toute personne de l'Université Paris-Saclay avec vos identifiants. Donc, vous vous rendez sur le portail et puis vous rentrez avec votre adresse de l'université et avec votre mot de passe habituel. Donc, vous téléchargez votre CV et puis vous pouvez voir tout ce que propose ce Career Center. Vous avez votre espace personnel où vous avez votre profil, vos critères de recherche pour les stages, les alternances et les premiers emplois. Vous avez des entreprises que vous pouvez regarder et les entreprises publient régulièrement non seulement leurs offres, mais également les différentes événements, les portes ouvertes, les rencontres avec des professionnels, le service R&D ouvert, etc. Vous pouvez vous inspirer de l'expérience des autres pour les stages au sein des entreprises données. Il y a bien évidemment des offres et je peux vous dire que ça fait 1 an que notre boîte mail où nous recevons ces offres de stage d'alternance, elle explose. Et il y a beaucoup d'offres dans cet espace carrière et l'offre est abondante. Donc, à vous la demande. N'hésitez pas d'y aller, télécharger votre CV et de trouver vos stages. Donc, comment l'utiliser? Donc, voilà les offres. Pour vous montrer un tout petit peu l'interface de ce Career Center, il y a des vidéos sur des métiers pour vous inspirer pour la construction de votre projet professionnel. Il y a des conseils, des événements que j'avais dit, des entreprises et d'autres ressources d'information. Les ateliers d'insertion professionnelle sont également affichés dans le Career Center. Vous pouvez donc vous inscrire pour valoriser votre candidature avant de postuler. Je laisse ce code barre pour accéder si ça vous intéresse de le faire maintenant. Et je vais rapidement terminer, comme quoi que nous avons également les collègues qui s'occupent de la construction du réseau des alumni, qui sont en contact régulier avec des alumni, des anciens diplômés, qui se proposent pour coacher les étudiants actuels, de leur parler de leur métier, de faire un témoignage métier et puis de donner des conseils comment décrocher un stage au sein de leurs entreprises. Ensuite, nous avons Observatoire de la réussite et d'insertion professionnelle qui mène des enquêtes auprès des diplômés à connaître leur devenir professionnel et vous donner ces éléments-là. Combien de personnes travaillent au sein de quelle entreprise, qui sont des employeurs principaux de votre formation, etc. Et ensuite, nous avons également le pôle entrepreneuriat, si ça vous tente. Nous avons des étudiants entrepreneurs qui ont le statut national étudiant entrepreneur et nous avons une série des séquences pédagogiques pour apprendre comment devenir entrepreneur, même sans argent. Et puis, il y a aussi tout le réseau des entrepreneurs qui vous soutient et qui vous accompagne dans la construction de vos projets. Et puis, je vais juste dévoiler que nous avons des success stories parmi nos diplômés de l'entrepreneuriat. La langue française n'est pas la langue natale. Voilà, donc nous avons 4 étudiants qui ont monté leur boîte et qui ont aujourd'hui un succès commercial. Et non seulement, ils embauchent également leurs collègues, ils créent des emplois. Donc tout est possible. Et je termine sur cela pour laisser la parole à ma collègue. C'est le PDF. Voilà. Bonjour, je m'appelle Carole, je travaille à l'Observatoire de la réussite et de l'insertion professionnelle. Je fais partie de la direction de la formation de la réussite, Varia. Entre autres missions, parce qu'on en a plusieurs, une de nos missions est de suivre le parcours de nos étudiants une fois qu'ils sont sortis d'un diplômé. Donc nous, à l'Observatoire, on s'occupe essentiellement des licences professionnelles, master, licence générale,
ENS, Polytech, mais après il y a la maison du doctorat qui fait aussi des études sur les doctorants et les IUT qui font des études sur les VUT. Voilà, attendez, c'est comme. Allez, page d'après. Ah, c'est sûr, donc voilà, donc en fait, les informations que nous mettons à votre disposition à l'Observatoire, elles sont accessibles donc sur le site internet Paris-Saclay. Bon, le chemin n'est pas simple, mais il suffit de mettre dans le moteur de recherche le mot qui va bien ou qu'on vous communique ce petit lien qui est là. Donc c'est pour savoir ce que deviennent nos étudiants, est-ce qu'ils poursuivent des études, est-ce qu'ils sont en emploi et où, voilà, donc quelle entreprise et tout ça. Donc, sachez que vous serez vous-même interrogé à votre tour quand vous serez diplômé. Il faudra répondre. Et qu'il faudra répondre, c'est ça que je voulais aller, c'est ça, et qu'il faudra répondre parce que plus il y a de réponses, plus les résultats ils sont pertinents, et plus ça aidera les futurs diplômés, et ça enrichit beaucoup de choses. Donc je vais vous présenter, pour commencer, là je me suis focalisée sur les résultats des diplômés de 2019, qu'on a enquêté l'année dernière, donc uniquement sur les masters, les diplômés de master de la Graduate School Sciences de l'ingénierie et des systèmes. Et donc, c'est vrai qu'on ne voit pas bien du tout. C'est pas du tout comme sur mon truc. Bon, donc 2 ans et demi après le diplôme, donc c'était en décembre 2021, il y a 1 an, 97% des diplômés de ces masters étaient en emploi ou en thèse. Donc on en avait à peu près 30% qui poursuivaient en thèse après le master et 70% qui sont en emploi. Donc je vais aller vite parce que je vous dis, vous pouvez aller sur ces outils. Juste pour vous dire que grosso modo, ces étudiants étaient quand même plutôt satisfaits de leur emploi. 83% estiment quand même que leur emploi est conforme au domaine de leur formation. C'est un chiffre qui est pas mal. Et on a toujours un petit point négatif qui concerne la rémunération. On en était à peu près à 2200 € en moyenne par mois. Et c'est toujours le point négatif, quels que soient les gens qu'on enquête, c'est toujours le petit point négatif, c'est la rémunération. Et les principaux secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent, c'est l'activité spécialisée scientifique et technique, et d'assez près information et communication. Donc, là, je vais vous présenter, là, c'est les données vraiment générales. Et en fait, on a construit 2 outils, le répertoire des métiers et le répertoire des employeurs, qui, comme leur nom l'indique, répertorient, listent l'ensemble des métiers. Donc là, je suis encore sur la Graduate School qui va bien, sciences de l'ingénierie et des systèmes. Et sur cette promo-là, j'ai donc mes 30% de doctorants, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Et après, le premier métier qui arrive, c'est ingénieur d'études avec 8%, consultant, ingénieur, voilà, il y a tous les métiers. Et en fait, cet outil-là est interactif, ça veut dire que si je clique sur ingénieur d'études, les données à droite vont se mettre à jour. Je vais donc pouvoir voir le salaire moyen, la part de cadre, le type d'employeur et tout ça. Et donc, le répertoire des employeurs, là, ça liste maintenant les employeurs, enfin, tous ceux qui nous ont été déclarés par nos répondants. Donc, là arrive en premier lieu le CEA, donc on est toujours sur cette Graduate School-là. On a affiché les effectifs qui correspondaient. Donc là, on en avait 33%, sachant que, je n'ai pas dit juste avant, ces 2 répertoires sont consolidés sur les 3 dernières enquêtes pour avoir des données un peu plus robustes, avoir un peu plus de monde, un petit peu plus de monde. Donc là, c'est encore interactif. On peut choisir un secteur, un sous-secteur pour affiner la liste des employeurs qui vont bien. Donc vraiment, je vous invite à y aller parce qu'en plus, je vous dis, c'est interactif. Vous pouvez vraiment personnaliser vos recherches. Je vais faire un petit focus maintenant sur les diplômés de DUT 2018 de la spécialité GEII, Génie électrique informatique industriel. Je ne suis pas très à l'aise parce qu'en fait, c'est une enquête qui est faite par l'unité de Cachan, mais voilà. Et en fait, la promo est un petit peu vieille parce qu'on regarde aussi, là c'est pareil, on regarde vraiment sur une longue période, là sur plus de 3 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus.
Donc là, j'ai fait vraiment une synthèse très synthétique. 2 ans après le DUT, 2 ans après, alors oui, pardon, aussi je parle de DUT, alors peut-être ça ne vous parle pas trop, maintenant on parle de BUT, mais comme je suis sur une promo ancienne qui est de 2017-2018, on était encore sur le DUT, on n'était pas encore sur la nouvelle offre de BUT. Mais... Pardon? Oui, il n'y a pas encore de diplômé de BUT, mais bon, peut-être ça ne parle pas à tout le monde. Donc là, on est sur une enquête où il y a eu à peu près 150 réponses. Et donc, 2 ans après leur DUT, 90% ont poursuivi des études avec un contrat salarié ou non, un contrat d'apprentissage ou non, enfin les différents types de contrats. Et il y en a 10% qui, suite au DUT, sont vraiment partis dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Et puis sur le petit truc d'en bas, on voit en fait que presque 9 diplômés sur 10 a poursuivi des études pendant les 3 ans suivant son DUT. Et là, je vais faire juste un petit focus, c'est la dernière slide. Ceux qui ont fait qu'une seule année d'études après leur DUT, c'est-à-dire ça représentait 5% des diplômés, en fait, ils ont tous été en licence professionnelle. Parmi eux, il y en a 70 qui l'ont fait vraiment l'année suivant le DUT, et puis il y en a 30% qui ont eu une année un peu off avant et qui sont partis en licence pro l'année d'après. Pour ceux qui ont fait 2 années d'études, je n'ai pas fait de détails parce qu'il y avait trop peu de monde pour dire quoi que ce soit. Et pour ceux qui ont fait 3 années d'études, en fait, voilà, 7 sur 10 qui sont partis en école d'ingénieur tout de suite après le DUT et qui 3 ans après sont encore en école d'ingénieur. Mais on a aussi, et ce n'est pas négligeable, d'autres parcours qui démarrent soit par une licence professionnelle, soit par une licence générale, pour ensuite aller, donc, soit en école d'ingénieur, ça c'est plutôt ceux qu'on fait de la licence professionnelle, soit en master, ça c'est plutôt ceux qu'on fait une licence générale. Ou encore d'autres formations, mais je ne les cite pas parce qu'il y en avait trop peu pour que ce soit significatif. Voilà, moi j'ai fini ma partie. Oui, c'est à toi. Je te partage le truc. C'est là. C'est là, oui. Okay. Merci. Alors, pour terminer, donc, comme je vous le disais, le thème de l'énergie, vous avez vu par la diversité des interventions que c'est un thème déjà porteur, qui a des métiers bien identifiés derrière et surtout c'est assez riche en termes de différentes sensibilités, technicités et sciences. Il faut savoir donc, que sur Paris-Saclay, vous bénéficiez d'un terrain de jeu sur cette thématique-là qui est assez incroyable, puisque vous avez pas mal de centres de R&D. EDF est ici, vous avez Thales, vous avez Oriba, vous avez un très grand nombre de grandes industries qui ont décidé d'installer leur centre de R&D dans l'environnement de Paris-Saclay, avec des interactions avec les laboratoires. Il y a également 2 instituts de la transition énergétique, donc un qui est complètement dédié au solaire, l'IPVF, un sur le véhicule du futur, VDCOM. Vous avez des Fab Labs, un Innovlab, un pôle de compétitivité sur la mobilité terrestre, Moveo, un pôle aéronautique à Toussul-Noble, qui n'est pas très loin d'ici, sur la mobilité aérienne. Et donc on offre l'opportunité à tous les étudiants de l'université Paris-Saclay de participer à un challenge Aéro-Saclay tous les ans,
pour essayer d'identifier justement l'aéroport du futur en termes d'avions électriques ou d'avions avec une énergie plus décarbonée, de comment rendre l'aéroport dans son milieu périurbain plus autonome énergétiquement. Donc c'est aussi un laboratoire d'idées où vous pouvez venir challenger ce que vous savez en cours et proposer des choses. Alors, le parcours de master sur l'énergie que l'on propose, donc en fait, il y a 2 grands masters. Il y a un master énergie nucléaire, comme son nom l'indique, qui va traiter de tous les aspects du nucléaire, parce que c'est une filière bien particulière. Et donc, vous aurez tout ce que vous avez vu sur la filière nucléaire, en fait, tous les grands métiers, que ce soit l'installation des réacteurs nucléaires, leur démantèlement, le cycle du combustible. Donc, dans ce master d'ingénierie nucléaire, vous aurez accès à tout ça. Et puis, l'autre master qui existe sur l'énergie, qui donc plutôt adresse les énergies renouvelables, celui dont je m'occupe, qui a donc 3 grands parcours qui vous sont proposés, un sur l'énergie électrique en général, un plutôt sur les matériaux pour l'énergie, les structures, et un sur les procédés pour l'énergie, efficacité énergétique, flexibilité énergétique. Donc, on propose un certain nombre de différents modules en M1 puis en M2. Donc, je ne vais pas vous identifier tout parce que de toute façon, ces informations-là, vous pouvez les retrouver assez facilement sur le site web et vous aurez en fait toutes les informations possibles avec le devenir des étudiants, les prérequis, quels métiers sont derrière, quelles sont les entreprises qui offrent des stages et qui recrutent en fonction des différentes disciplines. Et vous verrez que tout est vraiment adressé, autant les matériaux pour faire des nouvelles structures, alléger des structures, faire des voitures électriques, faire des panneaux solaires, des éoliennes qui fonctionnent très bien. Donc vraiment, vous avez une diversité, encore une fois, de métiers et de disciplines qui sont proposés ici. Donc si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez regarder le site web et puis vous pouvez aussi m'envoyer par mail des questions que vous auriez ou des choix d'études ou des choses qui vous paraissent pas claires. N'hésitez pas, j'y répondrai bien volontiers. Merci. Merci. Bien, merci à tous. Alors, c'est fini pour les présentations. On a prévu de quoi se rafraîchir un peu, si vous voulez. L'idée, c'est que vous discutiez entre vous. Alors, du coup, comme au début, on avait tellement de problèmes techniques, je ne sais pas qui est dans la salle. On aimerait bien savoir un peu, juste par main levée, quels sont les étudiants en licence. Ok. Et les autres, vous êtes plutôt master, du coup? C'est ça, DUT. Donc, ces jeunes gens sont en licence professionnelle, en apprentissage. Licence professionnelle en J'insiste lourdement parce que l'apprentissage n'a pas été mentionné une seule fois dans les présentations, ni par la dame de BF, là, qui présentait son université, ni voilà. Et voilà, je trouvais que c'était étonnant. Et alors, du coup, c'est le but de ça. en PUD, d'accord. Alors, d'accord. Et juste pour savoir, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce webinaire aujourd'hui, par vos responsables, par des secrétariats pédagogiques? Secrétariat pédagogique? Non. Par le responsable. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas s'il y a des questions.